Chers petits observateurs, ça fait plusieurs fois que vous nous dites, vous ne parlez jamais de Ford, c'est pas bien, c'est une marque hyper présente en France et vous la snobez. Alors, j'ai envie de dire, vous avez raison, on n'a pas beaucoup parlé de Ford et aujourd'hui on va réparer cette erreur parce que ça tombe bien, il présente la Puma qui porte un nom mythique, bien que ça n'ait plus rien à voir et on a été invité, ça tombait bien, pour aller la découvrir en avant-première. Et vous savez, on adore ça chez POA. On a le designer avec nous, il s'appelle Thomas Morel. Coup de bol, il est français. Coup de bol, il a travaillé sur la Fiesta, la nouvelle Puma. Tu vas bien, Thomas? Bonjour, bienvenue. Merci de nous recevoir. Ah bah, c'est un plaisir, Hein, vraiment un plaisir. En plus, je crois que POA compatible. Ah, POA compatible 100%, Voilà. gros fan. Tu dirais le contraire, ça serait embêtant. Ah, mais bon. moyen. Et alors là, on a une petite présentation privée, comme on aime. Oui. Alors, sans dire privée, mais c'est vrai que vous avez voulu pour cette voiture donner du temps au temps et expliquer les valeurs, quoi. C'est ça, ouais. On veut vraiment essayer de bien communiquer sur le design. Ça a été une partie très forte du projet, c'est sûr. Peut-être plus que d'habitude, et puis on va le voir avec. Vous avez beaucoup changé de choses, hein. Là c'est un gros tournant, on va le découvrir dans 2 secondes, on va faire l'opéra, mais c'est on l'a déjà vu, on va être honnête, nous, mais tu en tremblant presque, tu nous dis comment on la trouve, quoi. Donc on va voir comment les gens... C'est toujours quelque chose d'excitant. On travaille 4 ans sur quelque chose, on aime bien voir la réaction des gens. 4 ans. Oui, c'est ça à peu près. Nous, on commence les premiers dessins 4 ans avant la production, 3-4 ans en général, et donc voilà, là on peut. C'est le bébé qui accouche. C'est le bébé qui accouche, on est excité de voir les réactions. On va s'amuser, on va faire comme à l'opéra, hein. Il y a un lever de rideau. On peut... Oh oui, ça résonne là, il faut parler. On vas-y. Allez, on y va. Allez. Alors, bravo, monsieur le Premier ministre, venez nous rejoindre. Bravo. Vous gardez vos lunettes, monsieur le Premier Parce que je ministre. voulais faire le demi-visage, tu sais, de Twitter. Ah, d'accord. Juste, quand je l'ai vu tout à l'heure, j'ai dit on dirait une Porsche. Et ça a fait sourire l'équipe. Mais vous comprenez ce qu'on veut dire, hein? Ouais, je pense quelque part, je comprends bien sûr. Il y a un langage formel qui est assez simple. C'est le cas de cette marque premium que vous citez. Il y a une architecture générale de la face avant, peut-être, qui fait penser à ça. Les feux sont verticaux. Maintenant, en termes de style, on n'a pas cherché à faire quelque chose dans ce sens-là. Simplement, c'est plutôt une belle critique ou une belle remarque. C'est mieux qu'autre chose. Oui. Mais il y a un changement profond dans ce regard, puisqu'on commence par ça. On dit qu'il y a c'est aussi un clin d'œil à la GT, à votre supercar, c'est ça? C'est ça. En fait, se démarquer dans un segment, c'est d'abord trouver une vraie personnalité. Ça, c'est ce qui est plus important pour un designer. Donc, on le fait par la forme générale, ce que la voiture nous dit quand on la voit pour la première fois. Et bien sûr, la face avant fait partie de ces choses-là. Donc, une face avant qui sort de l'ordinaire, il faut travailler sur l'architecture des éléments qu'on a. En l'occurrence, on a trouvé très vite sur le dessin d'origine que les feux verticaux amenaient cette nouveauté et ça sortait du lot dans le segment. Après, on avait une certaine architecture de lampe qui nous permettait, c'est vrai, de faire un clin d'œil à la Ford GT dans sa signature lumineuse. Ouais. Donc là, on voit clairement qu'on a un rappel de ce qui se passe sur la Ford GT, qui est notre supercar, et je pense qu'il faut toujours faire un petit clin d'œil à cette voiture, parce que c'est unique dans une gamme généraliste quand même d'avoir des choses comme ça. Je prends du temps sur ces feux, avant même de parler du concept, parce que c'est un grand changement par rapport au regard des Ford habituels. C'est vraiment ce qui saute aux yeux, sans mauvais jeu de mots. C'est dur à faire accepter ça ou... Alors on a toujours un process de travail qui est parti sur la clientèle, le human-centric design. Donc en fait, on a toujours une histoire derrière. Pourquoi on est arrivé à faire ces propositions de design en général. Et comme on était tous en accord avec l'ingénierie, le marketing sur ce qu'on voulait faire avec ce véhicule, quand ils ont vu notre proposition avec le contexte clientèle derrière qu'on voulait attirer à nous, ils ont dit banco, ça nous plaît, je pense qu'on est sur la bonne voie. Alors, donc c'est facile à vendre si on ne se plante pas. Si on se plante, on dit allez on va refaire votre copie. On va y avoir de profit. Alors je précise, hein, c'est donc un SUV compact, elle est sur la base de la Fiesta, mais elle est allongée de 18 cm, bien qu'on se mette vraiment sur le profil. Là, on voit vraiment les connotations sportives. Mais là, tu m'as dit aussi tout à l'heure, comme c'était un projet que pour l'Europe, on a été plus libre de partir d'une plage blanche. Ouais, c'est vrai. Alors, on est sur une base Fiesta. On est 90 mm plus... On a un empattement de route 90 mm plus long. On est un peu plus long qu'une Fiesta. On est 14 cm plus long qu'une Fiesta, je crois, sur 4,18 m. Et effectivement, c'est une voiture pour l'Europe, ce qui permet en général plus de liberté dans le sens où il y a plus de règles
sur chaque marché, que ce soit des règles d'engineering, de crash test, etc., qui sont différentes d'un continent à l'autre. Donc du coup, il y a plus de choses à mettre dans le style, donc ça donne plus de contraintes. Et puis après, dans une boîte comme Ford, il y a une certaine inertie, on va dire, et puis la Chine vient de donner son grain de sel, les USA viennent de donner leur grain de sel, ce qui fait que voilà, on peut très vite partir sur certains compromis qui ne sont jamais très bons pour le style. Or là, il n'y en a pas eu finalement. C'est très intéressant parce que les gens ne le savent pas forcément. Sur des projets mondiaux, il y a beaucoup de gens donc, qui viennent donner leur avis et c'est compliqué en fait. C'est une sorte de... Le mot bagarre est peut-être trop fort, mais il faut tenir ses lignes, quoi. Il faut tenir ses lignes, c'est important. Alors nous, on a des arguments pour convaincre, on a des gens compétents, on fait des modèles, on fait des beaux dessins, on fait des beaux modèles, il faut convaincre les gens comme ça. Et c'est vrai que le design est quelque chose de finalement très, très abstrait. Et tout le monde a son mot à dire sur le style. Ouais. Tout le monde a son avis sur le style. Et peu importe si on est ingénieur ou marketeur, en général, on aime bien dire ce qu'on en pense. Alors que nous, on est un peu dans notre bulle et on a nos codes à nous et on sait comment traduire certaines choses qui sont plus subtiles en travaillant les surfaces, les volumes, etc. Et donc ça, il faut toujours se battre. Mais notre seule arme, c'est un beau volume. Ouais, quelle est ta première réaction, Cédric? Non, mais on ne l'attendait pas, en tout cas de cette manière, et il y a un effet waouh. Et cet effet waouh, il a été voulu d'emblée en se disant on est parmi justement les derniers à arriver sur le terrain de jeu, il faut qu'on frappe les esprits. C'est vraiment ça. En fait, d'ailleurs, dans les premières... Venez près de la voiture, on la voit un peu dans le champ. Mais c'est pas un secret, on est un petit peu... On n'est pas en retard, on a une proposition sur le segment qui est l'EcoSport, la Fiesta Active, qui sont aussi des propositions. Mais c'est vrai que dans cette chose, on était un peu en retard peut-être, c'est vrai, et on voulait vraiment marquer les esprits, c'est tout à fait ça. Et toute la boîte en fait était derrière à focuser là-dessus. Oui, mais là, je vais vous challenger parce que... je vous tutoie, je vous vois, les gens me perdent. Non, mais il n'y a pas de souci. Je vous dis que c'est simple, mais on voit bien, et Philippe Nemeth nous en a parlé souvent maintenant dans les secrets de design, on voit qu'il y a beaucoup d'histoires de reflets par rapport aux différents arrondis. On comprend, je crois, plus facilement sur l'arrière. Mais ça, par exemple, cette partie-là où on a à la fois le becquet, la partie noire, l'épaule et les choses, voilà, comment c'est... Parlez-nous-en, j'allais dire, avec vos mots. Il n'y a pas vraiment de secret, hein. C'est finalement subtil, mais c'est aussi du sens commun. Je veux dire, déjà, il faut bien s'imaginer que la base d'une voiture, c'est un châssis, c'est où les roues sont placées, la taille des roues, etc. Pour être sûr de pouvoir s'exprimer en tant que designer avec les surfaces, il faut pouvoir avoir de la place en 3 dimensions. Donc, il y a eu un travail en amont très, très fort sur l'élargissement des voies. Donc on est à plus 70 mm qu'une Fiesta, donc c'est 35 mm de chaque côté, ce qui est vraiment énorme. On a des roues plus larges. Donc quand cette base est posée, on est sûr déjà qu'on va être confortable pour s'exprimer et faire des idées nouvelles, dans le sens de, on est simple dans le design, mais on va pouvoir s'exprimer. Donc c'est la manière dont les surfaces vont passer d'un point, si vous voulez, un point, comment dirais-je, l'amplitude de forme, en fait, c'est là où on travaille. Souvent, on a un point de départ, un point d'arrivée, ça nous donne une distance. Si on a une distance comme ça pour s'exprimer, c'est beaucoup plus simple que si on nous donne un package avec un kiki où il faut placer une arche de roue et essayer de s'exprimer dans une surface qui, royalement, joue dans 2 cm. Là, ce n'est pas le cas. Maintenant, il y a des subtilités, c'est plus technique, on ne va peut-être pas avoir dans le détail. Non, au contraire, on est là pour ça. C'est quoi ces subtilités? C'est-à-dire que quand vous avez une base... c'est sûr que là, on a une cabine Fiesta. Donc vous avez un glass plane, enfin les plans de glace qui restent à sa place. Oui. Donc quand vous ouvrez une voiture, vous avez toujours la peau extérieure et la peau intérieure. Oui. La peau intérieure reste là où elle est. Donc la charnière reste là où elle est. Simplement, si je mets mes roues à 35 mm plus larges, je me retrouve avec ma charnière qui est par ici, et je dois aller de ce point-là à ce point-là en à peine 5 cm de distance. Bon, vous êtes au courant que là, il y a des renforcements, tout ce qui est crash test. Et souvent, ce qu'on voit dans ces catégories, il y a quelques voitures qui font ça, qui élargissent les voies, mais le traitement de surface pour arriver à ce point-là est très cru. Souvent, il y a une découpe franche où on met une pièce en plastique pour cacher la misère. C'est un peu cache-misère. Or là, l'idée, c'était vraiment de travailler la fluidité de transition pour qu'à aucun moment on le voit, ça. Ça, c'est des boulots qui ne paraissent pas, mais on travaille sur des dixièmes de millimètres et on massage, parce que moi, massage, vous dites le mot masser, c'est sur la clé, sur la Bien sûr, on travaille en clé, et là, on voit bien qu'il y a une cassure, mais là, elle disparaît. Mais je ne pouvais pas en faire plus, mais j'ai essayé de la chercher jusqu'au bout, pour qu'on puisse la lire jusqu'au maximum de ce qui était possible au niveau ingénierie. Donc ces choses-là, c'est tout notre travail de tous les jours, c'est ces subtilités-là. Et si les gens ne le voient pas, tant mieux, c'est que j'ai fait mon boulot correctement. En parlant de détails, il y a ça. C'est la première fois que je vois ça, c'est-à-dire que le capot, la ligne de toit s'arrête ici, ou elle commence ici, comme on voudra. Oui. Et on a l'impression que c'est en suspension,
Si on le gomme et si justement on faisait en sorte qu'il y ait une vraie jointure apparente, tout à coup elle serait moins originale. Et je me dis mais ça tient à rien, ça tient à un petit truc comme ça. Beaucoup de gens ne pourront pas exprimer d'ailleurs, et quand on s'écarte et qu'on s'éloigne, on le voit, et on se dit mais c'est une finesse. C'était un détail qui était hyper important, c'est vrai. S'il y a bien un petit détail à retenir là, c'est celui-là, parce que je vous l'ai dit en introduction, il y a l'architecture avant avec les feux verticaux, donc ça donne déjà une bouille différente, c'est sûr, mais ça donne des ailes qui sont plus hautes, ce qui fait qu'on a des transitions de surface avec des points hauts et des points bas beaucoup plus importants. Donc on a vraiment une forme qui se développe de manière finalement assez sexy, je dirais, hein, c'est le mot qu'on a utilisé souvent en interne. Et donc cette ligne-là, elle implique aussi un arche de roue plus haut. Donc ça peut être un désavantage quelquefois sur un véhicule de segment, parce que ça alourdit un petit peu. Mais si moi j'ai la place en largeur pour exprimer ma surface et qu'il se passe quelque chose au niveau de la lumière, alors c'est tout bon. Et ça a été le cas. Et après, partant de là, ce qui est intéressant, c'est de voir sur le profil du véhicule, c'est qu'on a une attitude générale qui est assez nouvelle, en tout cas même que ce soit dans ce segment-là ou d'autres d'ailleurs, hein, c'est que la ligne de caisse en fait est plongeante en arrière. Souvent les petites voitures sont plongeantes en avant parce qu'on essaie d'en dire un peu plus. Parce que, on a l'impression que le moteur est lourd. Voilà, et qu'elle est prête à partir. Ou alors les voitures allemandes, germaniques, très premium sont plutôt droites. En général, quand on fait une voiture premium, on est plus droite, on est plus statutaire, on est plus sûr de soi, on va dire. Mais là, on est en fait à l'inverse. La ligne descend parce qu'on est sur un point haut, donc ça nous a donné cette opportunité de descendre cette ligne-là, plus comme elle bondit comme ça, comme le ferait peut-être une Mustang, je dirais. Donc on a une attitude générale qui est différente. Et ça, si on avait bloqué ça visuellement, l'effet aurait été moins bon. Là, cette ligne n'est pas interrompue, elle descend, elle vient rebondir sur l'arche de roue arrière qui est quand même très très volumineux et présent. Et puis, on a aussi, effectivement, ça donne un effet visuel. Quand on est sur un segment bas, un B, on a en général un petit capot. Et bien là, visuellement, ça fait la blague. On a l'impression que le capot est plus long que ce qu'il est en réalité. Et c'est des détails comme ça, en fait, qui fait que cette voiture, tu te paraissent longues. Nous, vous paraissent longues. C'est des choses comme ça qu'on travaille et qui sont... l'idée, c'est jamais d'en rajouter. C'est de travailler avec les essentiels, les basiques, les proportions, et voir comment tel ou tel élément marche par rapport à l'autre, la taille du verre par rapport à la taille du métal, ces choses-là qu'on travaille. Alors, tu m'as dit aussi quelque chose d'intéressant. En fait, le pare-brise et le toit, ça, c'est carry-over Fiesta. C'est-à-dire que c'était la contrainte, et on ne s'en rend pas du tout compte, en fait. C'est ça qui est Mais est-ce que ça complique les choses, ou on le met dès le départ dans le cahier des charges? Oui, ça complique les choses, c'est évident. Avoir du carry-over en style, c'est toujours... voilà. Mais après, l'idée, c'est toujours comme n'importe en quoi, en fait, il faut prendre la contrainte comme un avantage. Donc après, si on sait tourner ça correctement, ça peut devenir un avantage. Mais effectivement, le pare-brise et carry-over Fiesta, la ligne de toit l'est aussi, puisqu'on a le toit panoramique en option qui vient de la Fiesta directement. Donc oui, il y a eu des contraintes quand même. Alors allons sur l'arrière, qui lui est un peu plus travaillé dans ses nervures, je dis ça avec des mots... c'est voulu aussi de donner de la dynamique, c'est compliqué les arrières à traiter, c'est plus... Moi, je trouve ça plus simple, les arrières. Ouais. En avant, en arrière, c'est plus simple. Mais bon, après, ça dépend du design. En avant, chaque fois, on dit une grosse histoire quand on voit une face avant. Donc, il y a beaucoup d'interprétations. En arrière, les essentiels, c'est poser la voiture sur un arrière. Il faut qu'elle soit bien campée sur ses roues. Là, ça a été un petit peu plus simple que d'habitude, c'est certain. Mais on le voit bien. Je pense quand on recule un peu, on voit très bien l'amplitude qui vraiment assoit la voiture. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que souvent quand on a de l'amplitude, on travaille d'abord un épaule très large et on descend sur peu d'arche de roue. Alors là, l'idée c'était un petit peu différent. On est sur un épaule qui finalement est assez fin et on a plus travaillé dans l'ampleur dans l'arche lui-même, qui répond mieux à l'arche de roue avant. Souvent, on regarderait s'il y a des voitures très très larges, elles ont beaucoup d'épaules et peu d'arches de roue. Donc ça, c'est aussi une spécificité sur le travail du volume arrière. On a des grosses pneumatiques aussi, qui sont plus... On a des grandes roues, très grandes roues en 670 mm, ce qui est très grand pour un segment B. Mais ce qui aide aussi beaucoup le style, puisque du coup, ça fait partie de la balance générale. Et ça aussi, c'était... Dans nos études en maquette, c'est ce genre de choses qu'on voit très tôt. Donc on met des roues, puis on dit non, il y a un truc qui cloche, on travaille avec les lignes évidemment, on travaille avec des tapes, on fait ce qu'on a à faire, on bloque les noirs et les déliés et les pleins
avec des tapes noires. Les noirs, c'est ça? Bloquer les noirs? C'est-à-dire que moi, je vais faire un tape noir, on va tout mettre en noir sur la partie vitrée, comme ça je vois le vitrage. Sur la clé, là, sur la truc en argile. Mais tout de suite, on peut voir, ouais, mais il y a quelque chose qui va pas, il y a les roues, me paraissent petites. Après, on discute, on va voir les ingénieurs, on dit on aimerait bien, on va faire quelque chose. Puis bon, il se trouve dans notre cas, ça a bien tombé parce que ça a aidé la dynamique du véhicule, donc on était bien contents. Non, mais elle est très harmonieuse en fait, elle dégage beaucoup d'harmonie. Ouais. Il n'y a pas de déséquilibre. Alors, deux choses que j'ai appréciées dans la présentation. Vous avez fait des tests cliniques, comme on fait souvent, avec des voitures qui ne portent pas de badge. Et quand je t'ai posé la question en disant quelle marque disaient les gens en voyant cette voiture, tu m'as dit personne ne disait que c'était une Ford. Non, mais c'est honnête. Non, c'est honnête, donc je suis pas là. Ouais, Ouais. Non, vraiment, c'était marrant, j'étais moi. Donc j'étais en coulisses on a le casque et puis on a la traduction selon les pays où on va. Et puis nous, on regarde la tête des gens. C'est Comme ça. au FBI quand on Ouais, c'est vraiment quelqu'un. ça. C'est rigolo et on voit leur réaction. Et après, on ajuste éventuellement le design en fonction, s'il y a besoin. Mais on demandait, et puis ils n'arrivaient pas à citer quelle marque. Et après, on leur dit. On leur dit, ce sera une Ford. Alors là, c'était l'étonnement total, et puis bon, tout le monde avait envie de... Mais ça ne fait pas peur à vos responsables au-dessus qui disent flûte, elle n'est pas assez identifiable comme une Ford? Non, si on est dans une optique où on sait qu'on veut marquer les esprits et avancer, si la réaction est négative, bien sûr. Si la réaction est extrêmement positive, et c'était le cas de cette voiture-là, non, à ce moment-là, on est plutôt heureux. Et puis voilà, ça veut dire qu'en gros, notre travail en amont, d'essayer d'identifier pour qui on veut la faire et comment on veut les toucher, ça veut dire qu'on les a bien touchés comme il faut. Et en général, c'est plutôt perçu de manière très positive. Et ça a été le cas pour ce véhicule. Tu disais, il y a la signature Puma. Puma, ça s'est pas imposé, ça s'est imposé à la fin. Oui, j'allais dire, j'en profite parce que le nom, il y a déjà des mini-polémiques, pourquoi utiliser le nom d'un petit coupé il y a 20 ans, mais là aussi, tu as été très honnête. Et tu m'as dit, c'est venu par... C'est venu dans ces tests clientèle. Ouais. Il y a eu les gens sont interrogés en fait, et c'est marrant, ça me fait penser à un Puma. Est-ce que la personne qui l'a dit pensait vraiment au véhicule d'origine ou il trouvait que la voiture avait un côté félin? Je sais pas. En tout cas, qu'importe. Et ça a grandi. Et puis en fait, au design aussi, quand même, ça lui va bien. Ça allait bien. Alors sans tenir en compte finalement de tout le poids historique, et non. On trouvait que déjà, esthétiquement, ça lui allait bien. Après, il se trouve que pour remettre un nom au goût du jour, il faut que le produit soit fort. Et vraiment, on sentait que le produit était fort pour tenir cet héritage. Après, c'est vrai que finalement, esthétiquement, on a ces yeux en verticaux, comme on a vu à l'avant, des formes. C'était un petit coupé, c'était plus sportif, c'était plus rappelé. Donc il y a des rappels et l'histoire s'est mise de manière finalement assez naturelle. Oui, alors on essaie de simplifier nos arrières et on essaie de laisser de la place à l'identité de marque, enfin en tout cas le nom du véhicule. Donc ça, on l'a déjà fait sur Focus. Là, on l'a repris, on l'a fait évoluer, on lui a laissé plus de place, on lui a allé souligner le nom du véhicule avec un plissé de carrosserie. Et puis, oui, de loin, ça se voit mieux. On a une petite soulignée comme ça, le nom, et puis ça donne un petit peu de structure à l'ensemble parce que bon, faire des formes rondes, c'est bien, mais avoir une petite ligne de temps en temps qui vient ramener de la tension, c'est bien. Et après, la version en noir, là, on a senti que ça se mariait bien avec la version Stelline qui a un esprit plus sportif, quoi. J'ai été frappé dans votre présentation, donc dans les versions qui ne seront pas Stelline, qu'on n'a pas là aujourd'hui avec nous, mais il y en a qui font un peu plus SUV, où notamment il y a une partie chromée en bas comme si c'était presque un sabot. Ça change presque tout, c'est ça qui est fou, alors que c'est un petit détail. Ça joue beaucoup, donc En fait, c'est un peu une spécificité. On a souvent chez nous, dans notre gamme, on a version Stelline, Titanium et Active, qui sont avec leur avant propre. Souvent, souvent on a des changements cosmétiques légers. Nous, on a un pare-choc complet avant différent. Donc, c'est une stratégie. Pare-choc, c'est tout le soft nose, comme on dit là. Tout le soft nose, avant échangé. Donc, on a vraiment. Qu'est-ce qui change? Donc, tout. On a une grille qui a une forme complètement différente, des finitions qui sont différentes, la mèche qui est différente. C'est quoi la mèche? En anglais, pardon, c'est la grille qui est différente. Tout est différent finalement. Mais même la forme elle-même de la grille. Même la forme des antibrouillards. Les antibrouillards, tout est différent en fait. Il n'y en a pas une qui est supérieure à l'autre. Simplement, c'est deux approches différentes. Une titanium qui est plus active dans son approche, et on peut monter en gamme autant qu'on veut. Et puis si quelqu'un veut un côté plus sportif, ce qui est très Ford, on monte comme ça. Non, mais c'est intéressant justement d'avoir tous ces déclinaisons. Puisqu'on est dans les détails, je sais que... Est-ce que c'est volontaire que là, ça ne soit pas laqué? Je sais que ça permet d'avoir des effets de style quand on est là. Et alors que là, on a cette baguette laquée pour le fait visuellement.
Alors c'est volontaire si on veut, un styliste voudrait toujours plus, c'est sûr. Là on est sur une base qui est Fiesta, donc là, la technologie pour faire nos portes est faite comme ça. D'accord. Donc c'est D'accord, là c'est parce que c'est plus une conséquence de l'engineering. Après le piano noir là rappelle ce qui se passe en face avant. On a aussi des détails à l'arrière. Moi qui adore l'ancienne Puma, je me suis dit oh, l'appli Puma là. Mais je trouve que, comme on a dit un petit peu, mais le clin d'œil vraiment le phare. Allez voir l'autre vidéo, on a un petit observateur qui l'a fait, on voit vraiment qu'il y a ça. Et je me suis surtout dit en fait. C'est-à-dire ça, tu veux dire qu'il y a un clin d'œil à la première? Ouais, il y a vraiment un clin d'œil. Ouais, je trouve que dans le phare, en tout cas, il y a quelque chose. C'est volontaire, master design? Non, ça l'est pas. Ça l'est pas, mais je vois le clin d'œil. Enfin, je comprends tout à fait. C'est juste le fait que ce soit sombre en fait, parce que c'est aussi le truc de la Puma, le phare a été sombre. Il y avait une lentille surtout, c'est la première fois qu'on a une petite lentille sur le. Mais bon, la question, elle reviendra, mais de manière tout à fait honnête, non, il n'y a pas de lien, mais visuellement, on peut comprendre l'ambiguïté. Et la seconde chose, c'est vraiment, je me suis dit, c'est un SUV de plus, parce que c'est vraiment le truc un peu marketing. Avant qu'on y aille. Avant qu'on y aille, je me suis dit, c'est un SUV de plus et tout. C'est typiquement, je l'ai dit au bureau, c'est typiquement la forme qu'il faut et tout. Je me suis dit, bon, et en fait, quand on a ouvert, je suis rentré, je fais, ah ouais. Non, mais c'est ça, c'est assez intéressant de voir ça. Je joue totalement transparente. Et en fait, de se dire que de base, j'étais pas spécialement. Je crois qu'on a tous eu un peu le même. Franchement, voilà, et on est voilà, ça match. En fait, une voiture, on tourne autour. Donc, quand je dis chaque point de vue, c'est moi quand je juge une voiture, je fais comme ça, je fais comme ça, je fais comme ça, et je vois la forme, comment elle se déploie sur un 3/4 avant, comment il faut que ça marche dans ce sens-là, il faut que ça marche dans tous les sens déjà. Donc, et c'est comme ça pour tout. Donc il faudrait que les proportions qui sont juste le noir, enfin la glace contre body, enfin contre le métal, mais après c'est les proportions des formes les unes avec les autres, etc. Donc c'est très compliqué. Et là en fait l'idée c'est d'avoir essayé d'appuyer au maximum cette amplitude dans l'aile avant qui amène finalement le caractère, mais en toute simplicité finalement, c'est juste une surface qui descend comme ça. Mais c'est beau, écoute, moi je vais lâcher le mot, je trouve ça très charnel, je ne sais pas si tu as vu depuis tout à l'heure, je la caresse, non mais j'ai toujours dit qu'une belle voiture, moi j'ai envie de la toucher, j'ai envie de la regarder à l'aveugle, et je trouve que Yann, si tu nous entends, Yann Tondu, notre expert qui est aveugle, qui parle des voitures merveilleusement bien, et voilà, depuis tout à l'heure, je la tripote en fait. Ce qu'on fait, c'est ça aussi, c'est-à-dire qu'on essaie de regarder ce que les gens aspirent, veulent comment ils se projettent, et en fait, on essaie de regarder, c'est un peu un terme, je ne sais pas si on... Allons-y. Memorable moment measured in time. C'est quoi un moment mémorable que je mesure sur un temps donné? Mais ça peut être, je descends le matin pour ma voiture dans le parking, je la vois dans la pénombre et waouh, j'ai envie de la toucher. Ça fait partie. Oui, bien sûr. Donc ça, voilà, on a un moment. Il faut qu'on ait cette impression-là. Ou il faut que j'aille au car wash, enfin laver ma voiture et j'ai envie de la laver. Tout ça, on en parle beaucoup. Alors, après, je suis fan de la chaîne, mais c'est aussi pour ça. Je voudrais en revenir. C'est ça qui compte dans une voiture. Au niveau du style, c'est ça. Mais ça se théorise pas, c'est ça. Ou vous essayez de le mettre dans des ordinateurs. C'est ça que j'essaie de. Non. Le style le théorise, c'est-à-dire qu'on en parle, on le met. Oui, on dit on veut essayer d'aller vers là. Notre rôle à nous, stylistes, c'est de le faire ressentir, mais nous, on doit présenter nos maquettes, et chacun voit si ça leur parle. Donc ça, c'est vraiment un jugement du cœur. Mais après, on le verra, les ingénieurs, eux, ils ont des faits plus concrets, et là, le coffre, il faut que ça passe, il faut que ça marche. Chaque département joue avec sa carte, c'est sûr. Mais la nôtre est un petit peu plus subtile, on va dire. Voilà. Bon, alors, pour ceux qui sont intéressés pour voir la suite, il y a une deuxième vidéo que vous allez pouvoir découvrir, elle apparaît à la fin, elle sera... Dans les proportions, dans les sélections, présentations, je sais plus comment on dit, merci YouTube. Ouais, dans la fiche. Et donc, on va aller s'amuser avec l'intérieur, parce que moi, ça m'a fait penser à Interville. Il y a un coffre qui a plein de secrets. Des vachettes, non. Non, mais vous vous êtes amusé, vous avez fait le jeu. Ou pas non, mais il y a enfin, bon, encore pareil comme un vieux con, mais non, mais il y a plein de trucs. Enfin, voilà. On va donc aller voir la praticité de cette voiture en vidéo 2. Est-ce qu'on lui remettra un autocollant PO? Ah, bah oui. Faut pas non, mais il dépasser ne faut la pas leur dose dire, on les met en cachette pour les gens qui viennent après. Comme ça, quand ils filment, quand Turbo vient, après ils sont obligés de le flouter, ça leur coûte 10 000 en palette. Allez, on y va. Merci Thomas, on se retrouve tout de suite dans la deuxième vidéo. On coupe.